Études, travail, passion. Chacun et chacune d'entre nous sommes concernés par ces mots. Au travers de l'expérience de Lucky, étudiant, nous allons voir que nous avons tous un parcours différent, parfois simple, parfois plus tortueux, pour trouver notre voie. Mais lorsque ces trois mots en arrivent à être liés, que le travail est passion et que sa passion devient son travail, cela donne de belles promesses d'avenir. Bienvenue dans Entre deux écrans. Bien installé ? Je crois. Bien installé, bien installé. T'as ta petite boisson chaude ? Eh bien écoute, C'est le signal. eh bien bonjour Lucky, et donc merci d'avoir accepté une invitation un peu tardive, vu l'heure. Mais Avec plaisir, avec plaisir. on est parti pour environ 1h, 1h30 un peu d'échange et de discussion, donc on va parler exclusivement du travail. Ça marche. Et pour commencer, ce que je te propose, donc, c'est de te présenter. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Et la parole est complètement libre du coup pour répondre à ça. Eh bien, moi, c'est mon petit pseudo, c'est Lucky. Sous ce pseudonyme, je fais des photos. Sinon, je suis étudiant dans une école de cinéma. Et donc, je suis en troisième et dernière année et on est en train de travailler sur notre projet final qui est un court-métrage de fiction d'une quinzaine de minutes. Donc, c'est un beau projet, assez conséquent. Et sur ce projet-là, je suis régisseur général pour ceux qui connaissent. Donc voilà, Ok, donc étudiant dans le milieu du cinéma. exactement. Alors ma première question elle va être un peu classique et on va dire haute, mais Bien commencer. est-ce que... Comment ? Faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Et elle sera quand même très simple. Est-ce que tu t'estimes être heureux d'être dans une école de cinéma donc alors j'allais dire en 2021, mais en 2020-2021. Oui, hein, franchement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est peut-être pas donné à tout le monde déjà, parce que c'est une école privée. Chaque année coûte cher. Donc voilà, déjà, premièrement, c'est pas donné à tout le monde. Et puis deuxièmement, outre tout ce qui est voilà, aspect financier, etc., oui, je suis content parce que c'est une voie qui m'attirait et avant que je rentre dans cette école, il y a du coup 3 ans, j'étais un petit peu perdu dans ce que j'avais envie de faire plus tard, dans mon avenir, etc. Je suis passé par plusieurs choses. Après mon bac, j'ai fait un BTS que j'ai pas fini, je suis allé travailler. Ensuite, j'ai fait une fac que j'ai pas fini, pareil, etc. Donc voilà, j'ai eu vraiment 2 années de flottement. Donc non, ouais, je suis très content d'avoir pu rentrer dans cette école parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné envie de m'investir, qui m'a donné envie de travailler à fond et d'obtenir ce diplôme et évidemment ensuite derrière de travailler dans ce domaine-là. Ouais. Donc ouais, je suis très content d'être dans cette école, dans ce domaine-là en tout cas. Ok. Et alors tu disais que tu étais passé par des années où tu avais fait donc par exemple un autre BTS et d'autres choses. Et est-ce que quand même le cinéma c'était quelque chose que tu avais toujours eu, on va dire, en tête dans les bacs, ou c'est quelque chose qui t'est venu, tu vois, un petit peu au fil des années, où tu t'es forgé, on va dire, cette envie de travailler dans ce milieu ? Pour être franc, pas du tout. Franchement, enfin, pas du tout dans le sens où j'ai vraiment, après le bac, j'ai vraiment eu une question existentielle. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Dans ma vie. Et à ce moment-là, donc c'était il y a 5 ans déjà, et quand même. Ouais, il y a 5 ans. J'avais pas du tout la notion de cinéma en tête. Ok. En fait, c'est au fur et à mesure donc du temps libre qui s'est dégagé par mon abandon du BTS. En gros, après le bac, j'ai fait 6 mois de BTS. C'était assez intéressant, etc. Mais c'était pas quelque chose que j'avais envie de faire moi toute ma vie, ouais, professionnelle en tout cas. Et du coup, je me suis retrouvé à rien faire entre guillemets chez mes parents. Et là, je me suis dit bon, ok, t'as pas de passion, c'est pas ce que tu veux faire. Là, t'as du temps libre, profites-en pour essayer de voilà, réfléchis, pose-toi, réfléchis sur toi-même. Et c'est avéré que il a fallu que je m'occupe chez moi. Hein. Et donc, je me suis remis à lire. Je me suis mis des petits défis comme ça, je me suis dit, purée, ouais, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas lu un bouquin, etc. Vas-y, bouquine, quoi. Et du coup, en fait, pendant 1 mois, j'ai fait que ça, bouquiner. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, essaye d'écrire des trucs. Puis pareil, pendant 1 mois, c'est pareil, j'ai écrit tout en continuant à lire.
Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que je trouve un travail, que j'aille travailler en intérim, tout ça, et jusqu'à la rentrée de septembre où je suis retourné dans un autre truc d'études, j'ai entretenu et développé cette passion au niveau de l'écriture et de la lecture, qui ont fait que je me suis dit, bah, franchement, ça c'est vraiment un truc qui me plaît. Pourquoi j'essaierais pas d'en faire un métier? De ce raisonnement-là, du coup, je me suis dit, bon, quelles études je pourrais faire? J'avais remarqué, du coup, mon école de cinéma dans laquelle je suis actuellement pendant cette période-là de transition, mais c'était cher, fallait convaincre les parents, parce que c'est pas facile aussi de se dire, bon, 7000 € l'année, ton bac, tu l'as eu au rattrapage, ton BTS, tu l'as pas fini, on va vraiment nous claquer 7000 € qui sont pas remboursables dans un truc que tu vas peut-être pas finir. C'est limite de leur part. Du coup, je me suis rabattu sur. Je voulais faire des BTS dans l'audiovisuel. De par l'écriture, je me suis orienté un petit peu vers l'audiovisuel dans l'espoir de me dire que, bah, de toute façon, pour faire des vidéos ou des films, il fallait bien des scénarios, etc. Donc, il y aura peut-être besoin de gens qui sachent écrire. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me rapprocher du cinéma. Et c'est devenu vraiment concret au moment où je me suis dit, bon, avec mon dossier scolaire qui est assez pitoyable, on va dire, ça a été compliqué de rentrer dans tout ce qui est BTS, tout ça, mais j'ai été accepté à la fac de lettres modernes. Et je me suis dit, bon, bah, c'est une solution de secours parce qu'au bout de 3 ans, on peut aller à Paris et puis suivre des cours de scénario vraiment propres, quoi, vraiment basés voilà, sur l'écriture. Donc l'idée en tête, c'était ça. Bon, la réalité, c'est qu'au bout de 2 mois, j'ai lâché parce que ça m'a gonflé. Là, c'était vraiment trop loin. Je me suis dit 3 ans à faire ça, c'était compliqué. Et rebelote, je me suis retrouvé. Là, j'étais chez moi. Enfin, j'avais un appartement, donc là, c'était entre guillemets un peu plus propice à la création parce que j'étais vraiment dans une bulle. Et là, pareil, pendant 6 mois, j'ai bouquiné à fond. J'ai vraiment écrit. J'ai regardé des tutos sur YouTube, tout ce que je pouvais pour essayer de faire des petites vidéos. Et heureusement, je sais plus trop comment, mais j'ai discuté avec mes parents. J'aurais dit voilà. Moi, ça fait un petit moment que j'expérimente l'écriture. Ça me plaît beaucoup, j'ai envie de tester ça. Et du coup, l'école de cinéma que j'avais trouvée proposait un cursus d'écriture pendant les 3 ans. Et voilà comment je me suis retrouvé à faire du cinéma. En fait, c'était parce qu'au début, j'avais envie de faire de l'écriture. Ça n'a pas marché sur d'autres trucs. Je me suis retrouvé dans cette école parce que mes parents ont bien voulu. Et bah, ça s'est super bien passé. J'ai du coup développé pas mal de compétences ou de techniques en tout cas pour écrire. Mais à côté de ça, effectivement, j'ai découvert tous les autres métiers liés au cinéma et puis je me plais super bien là-dedans. Et voilà, je suis vraiment très content de ce choix. Je pense que mes parents aussi. Ok, donc t'es vraiment passé par une phase, on va dire, de recherche où tu t'es un petit peu recentré sur toi-même, et c'est vraiment par l'écriture que t'as été amené à faire de l'audiovisuel derrière. Exactement, ouais. J'ai eu vraiment une remise en question de mon avenir et je sais pas vraiment comment, pourquoi est-ce que je me suis mis à écrire et à lire, mais ça s'est passé comme ça. Et peut-être parce que j'avais que ça sous la main à ce moment-là. Et puis bah au final, voilà quoi. Et est-ce que du coup tu penses que ces temps que tu as passé à te remettre en question, du coup où t'étais un petit peu, entre guillemets, hein, donc livré à toi-même, c'était des temps qui sont, alors je vais même globaliser pour tout le monde, qui peuvent être hyper intéressants, hyper enrichissants pour se poser justement des questions, prendre le temps de se dire, bah moi, j'en suis à cette étape de ma vie, j'ai envie de faire ça, enfin, je n'ai pas envie de faire ça, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'aime, et tu vois, avancer grâce finalement à des doutes, quoi. Bah, c'est hyper intéressant ce que tu as dit dans les 2 petites phrases que tu as dit là. Qu'est-ce que je n'aime pas faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça a été vraiment des réflexions cruciales quand je travaillais parce que bon, bah, à l'intérim, étant donné que j'ai aucune formation, etc., j'avais des postes plutôt Compliqué. physiquement compliqués, mais par contre, on va dire en termes d'apprentissage, c'était très rapide à être formé, quoi. En 2-3 jours, ça y est, t'as fait le tour. Et du coup, au bout d'un moment, bon, c'était une machine, quoi. Tu réfléchis plus, c'est ton corps qui agit, et du coup, tout le temps libre dans ma tête, bah, j'en ai profité pour me dire effectivement ce que t'as dit. Ok, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon, on va faire un petit tableau. Premièrement, qu'est-ce que je n'aime pas faire? Qu'est-ce que je n'ai absolument pas envie de faire? Donc voilà, tu fais une liste. Qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et actuellement, maintenant, au jour le jour, là, qu'est-ce que je sais faire? Et une fois que tu as rempli ces 4 colonnes, c'est déjà pas mal parce que ça te permet d'en apprendre un peu plus sur toi, déjà, de se reconcentrer sur soi-même, de se poser des questions
pas qui je suis, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Voilà, se reconcentrer sur soi et se dire bon, avec maintenant une fois que j'ai bien délibéré avec moi-même, qu'est-ce qu'on fait quoi, où est-ce qu'on va. Et après voilà, tu regardes sur internet, etc. En discutant avec les gens, tu découvres des domaines, des métiers, etc. Et puis tu te dis ah bah là, en vue de mon profil, de ce que j'aime faire, ce que j'aime surtout pas faire, peut-être que ça c'est intéressant. Donc ouais, ça a été vraiment un temps très bénéfique et hyper intéressant, ce temps de réflexion que j'ai pu avoir Sur toi-même. quand j'ai travaillé en entreprise, ouais. Enfin en intérim, pardon. Et par curiosité, quand tu parles de tableau du coup avec tes 4 colonnes, c'est une image ou la réalité? Et du coup, t'es vraiment passé par prendre une feuille, un crayon et puis tracer ce tableau, se dire bah ça c'est pas pour moi, ça j'ai expérimenté, je sais que j'ai pas envie sur le long terme de faire ça, etc., etc., etc. Au début, ça a été mental. Ok. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vu que j'aimais bien écrire, et que j'avais un petit peu cet aspect de... Parce que quand j'écris, moi, je fais des petits romans, des sketchs, des trucs, des fois des réflexions que j'ai, etc. Donc j'avais, entre guillemets, cette petite expérience de me dire, une réflexion est toujours mieux quand on l'écrit que quand on la récite, parce que quand on l'écrit, on a le temps d'y penser, d'y réfléchir, de la retoucher, etc. Donc elle est forcément mieux formulée. Je me suis dit, ce tableau, je vais l'écrire, comme ça, je vais passer du temps dessus à le modifier, à le changer, à rajouter des choses, en enlever peut-être. Donc ouais, 2 phases. Une phase vraiment, je sais pas comment ça m'est, enfin, ces questions sont venues. Je pense que c'est naturel. Évidemment, quand t'es perdu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bon bah voilà. C'est les questions qui me sont venues et après effectivement, moi je les ai écrites. Vraiment, moi franchement, là j'ai plus de papier, mais non, je les ai écrites. Ouais. J'ai vraiment fait le tableau. Ouais. Et je conseille à tout le monde de faire ça parce qu'on dirait pas, on se dirait ouais, bah ça va, ça a 4 colonnes, 3 lignes dans les colonnes, ça va, je peux le faire dans ma tête. Mais vraiment, le fait de le poser, de l'écrire, là, j'ai pas les mots pour le décrire, mais c'est différent, ça rajoute quelque chose. Ça apporte, ouais. Ouais, je sais pas comment décrire ça, mais je sais que toutes les personnes qui ont déjà écrit auront cette sensation-là et peut-être auront d'autres mots pour le dire, mais quand tu écris, il se passe quelque chose, c'est plus clair, vu que tu peux le retravailler, voilà, ça peut toujours être plus clair, plus amélioré, donc je pense que ouais, l'écrire, c'est vraiment une grosse étape. Et puis t'as une preuve aussi de te dire un mois après, tu regardes ta feuille, tu fais ah ouais, ok, j'ai fait un tableau, là, où est-ce que j'en suis maintenant par rapport à ce tableau que j'ai écrit il y a un mois, ça n'a pas bougé, donc c'est que je suis peut-être sur la bonne voie, etc. C'est peut-être que je me connais bien, je peux aller fouiller à droite à gauche pour trouver un métier ou quelque chose comme ça, des études. Donc ouais, je conseille vraiment d'écrire. C'est tout bête, mais c'est important. Ouais, c'est important, ouais. Très bien. Alors, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit un petit peu plus tôt. Donc, tu parlais que tu avais donc eu de la chance de rentrer dans l'école, etc. Et j'aimerais vraiment revenir sur ce moment où tu parlais de la rentrée justement dans cette école. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as dû produire, de quelle manière tu l'as produit, qu'est-ce que tu as dû faire, quels éléments tu as dû donner. Donc... C'est sur entretien déjà. Déjà élément classique, hein, le dossier scolaire, etc. Mais il y avait aussi une phrase qui disait si vous avez quoi que ce soit des vidéos, des écrits, quelque chose d'artistique, parce que c'est une école d'art quand même à la base, qui pourrait montrer votre motivation pour rentrer dans cette filière, amenez-le, montrez-le. Peu importe que ça a été fait il y a 10, 15 ans, peu importe. Ramenez quelque chose, quoi. Et moi, je me suis dit, moi, j'ai pas grand-chose. J'avais des écrits, mais à part ça, je me suis dit, bon, c'est quand même une école d'audiovisuel. L'écrit, c'est sympa, mais il faudra peut-être produire des petites vidéos. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je leur ai montré des écrits, je leur ai montré des petites vidéos que j'ai tournées. Et je pense que ça a été bénéfique parce que, comme je le disais tout à l'heure, mon dossier scolaire était était assez catastrophique à cette époque-là. Et sachant que c'est une école qui est quand même assez sélective. Et le fait que, et du coup, ouais, je pense que pendant mon entretien, le fait d'avoir montré ces éléments-là que j'ai produits en attendant de rentrer dans l'école, ça a joué dans la balance. La deuxième chose qui a joué, je pense aussi, c'est la réputation de l'établissement. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est un établissement privé, même si j'avais des notes pas terribles, le niveau était quand même assez exigeant. Donc, ça c'est une déduction personnelle, ça se trouve c'est complètement faux, hein, mais la personne en face m'avait dit ah oui, vous venez de cet établissement, ah oui je connais, ok d'accord, ok je vois. Donc bon, je sais pas si c'est moi qui
qui en rajoute ou pas, mais peut-être que ça joue aussi, je sais pas. En tout cas, peu importe l'établissement, je pense que vraiment l'essentiel, c'est d'arriver à montrer que même si vous êtes un cancre, que même si vous avez un dossier scolaire pourri, vous arrivez avec des choses que vous avez produites de vous-même, vraiment de A à Z, et que vous êtes pris la tête, même si c'est nul, même si 10 ans après vous revenez dessus, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas grave, venez avec quelque chose parce que vous montrez que vous avez essayé, que vous êtes en train de. Parce que même si c'est nul, vous allez quand même apprendre des choses, vous allez quand même avoir une expérience. C'est comme un stage, quoi. Vous faites un stage avec vous-même. C'est bizarre à dire, mais voilà. Moi, j'ai regardé des tutos, j'ai poncé pas mal de sketchs, du Palma Show, du Bloqué, des trucs que j'aimais beaucoup, et j'avais écrit une petite dizaine de sketchs qui ressemblaient un peu qui étaient un petit peu de la même veine, ou les inconnus, sans avoir la prétention d'avoir la même écriture, évidemment. Mais ouais, voilà, je suis venu avec quelque chose de concret, je suis venu avec vraiment un discours de je sais mon niveau scolaire, de toute façon, j'ai pas besoin de leur dire, c'est marqué, je suis pas très fort, mais je suis motivé parce que mon parcours fait que j'ai passé 2 ans en mode il se passe pas grand chose dans ma vie, c'est pas terrible. J'ai eu 2 ans pour expérimenter l'écriture, la lecture et savoir que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, que vous me proposez ça, qu'à partir de ce moment-là, voilà, moi, ça fait 2 ans que je végète un peu chez moi. Je veux pas passer une troisième année parce que mentalement, j'en pouvais plus. J'ai été franc, j'ai dit voilà, moi, en ce moment, c'est compliqué parce que bah, je fais rien, c'est chiant. Donc, je suis très motivé par ça, par l'idée de reprendre des études, vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis, bah voilà, quoi. Tout ça a fait que de la franchise avec des choses concrètes, ça a fait que peut-être que ça jouait dans la balance. Après, évidemment, une fois que j'ai été pris, j'ai dû faire mes preuves. Parce qu'il y a une sélection en première année pour accéder à la deuxième. On passe de 90 nous, c'était de 90, on est passé de 90 à 60. C'est pas toujours le cas, ça dépend des années, évidemment, mais voilà, pour montrer que bah, même si je suis rentré, il a quand même fallu montrer que j'étais capable derrière. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est un peu le message, alors j'allais dire le message d'espoir, mais le message, tu vois, finalement, le niveau scolaire en tant que tel, et je pense là ça valait pour vis-à-vis de ce que toi t'as fait, mais je pense que ça peut valoir aussi pour les gens qui vont dans des cursus professionnels ou dans plein d'autres choses. Le message du montrer ce que vous savez faire, montrer ce que vous avez à donner, et du coup vous recevrez du coup en échange, vous serez pris. Je trouve ça assez puissant, alors il y a encore beaucoup de monde qui sont dans le tu vois, les notes, le niveau, tout ça, c'est très important. Alors que finalement, il y a plein d'écoles, comme bah, par exemple ça t'est arrivé pour toi, où bah, le savoir-faire, l'envie passe en priorité, quoi. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant dans ce que tu disais. Et puis là aussi où c'est intéressant, c'est que une fois que t'es rentré, par exemple, donc là, dans ton cas, dans cette école, et que t'as fait ton processus d'entrée, et t'as tes preuves à faire, enfin le cursus est en route. Donc bah, tu disais, donc 90, t'en as 60 qui sont gardés. Donc ça prouve quand même que derrière, après, il faut montrer qu'on en a sous le coffre, quoi. C'est pas non plus parce que t'as montré au début que tu savais faire tel ou tel truc. Allez, tiens, tu sais faire de la vidéo, tu sais déjà un peu monter, viens, on va t'apprendre d'autres choses. Bah, derrière, non, il y a quand même aussi un processus où tu vois que il faut quand même continuer à faire ses preuves, quoi. C'est-à-dire que Exactement. si je vais au bout de mon idée, au début, t'avais la même chance, si je suis mon idée, là, que par exemple quelqu'un qui allait montrer moi ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube, je sais faire du montage, je sais gérer le son, machin, hop, très bien. Vous avez eu quand même la même chance au début, puisque toi t'as quand même fait tes preuves d'une certaine manière. Hop, vous êtes tous les deux rentrés dans le cursus, mais ce mec-là, même si ça fait 3 ans qu'il fait sa chaîne, machin, s'il n'a pas continué à alimenter, à montrer qu'il en avait envie, qu'il avait la hargne pendant la première année, bah, il pouvait être mis au placard, alors que toi, du coup, tu pouvais continuer dans ton cursus, quoi. Exactement. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça soulève aussi pas mal de choses. Notamment le niveau scolaire que tu as pour entrer dans une école. C'est vrai que moi, je me suis dit, je vais me faire recaler, mais j'ai rien à perdre. Donc l'audace, on y va. De toute façon, à partir du moment où t'as rien à perdre, vas-y, quoi. Je sais pas si je suis arrivé avec un. Enfin, si, je pense que je suis arrivé avec un même pied d'égalité que quelqu'un qui avait fait 5 ans de YouTube, comme 3 ans de YouTube, comme tu disais.
dans le sens où effectivement si la personne qui a fait 3 ans de YouTube se repose sur ses lauriers, bon bah elle va pas progresser, donc c'est pas intéressant. Mais par contre quelqu'un qui démarre de quasiment zéro, qui va essayer de progresser au maximum, effectivement c'est un profil qui est peut-être plus intéressant dans une école, parce qu'une école c'est fait pour apprendre, donc par définition, donc voilà. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans cette école, j'ai senti que j'avais effectivement, peu importe mon niveau, si j'arrivais à, si j'arrivais à montrer que ma motivation compensait mes lacunes scolaires, j'avais mes chances d'être pris. C'est-à-dire que si j'arrivais à montrer en face à la personne qui était en face de moi, qu'elle pouvait me faire confiance sur le fait que j'étais motivé, que j'étais pas là pour glander, quoi, effectivement, j'avais mes chances. Mais ça, je rappelle que c'est une école privée. Donc je pense, c'est une expérience personnelle, donc j'ai pas fait non plus 1 milliard d'écoles, hein, donc peut-être que c'est faussé, mais de ce que je ressens en tout cas actuellement, c'est que peut-être que dans les écoles privées qui demandent un entretien, etc., il y a peut-être plus de chances de pouvoir se... Bah déjà, à partir du moment où tu as un entretien, déjà tu peux parler avec la personne, donc tu as déjà un pouvoir de, entre guillemets, séduction, si tu es un bon orateur, qui peut se mettre en place. Donc voilà, tu peux montrer que, comme je disais, bah, je suis pas très bon scolairement, mais j'ai la niaque, j'ai l'envie. Donc ça, c'est cool. Mais peut-être que ça c'est une question qui est intéressante dans ce que tu disais, peut-être que dans le domaine du public, c'est peut-être plus compliqué parce que là, en fait, ils ont beaucoup de choses à traiter, beaucoup de gens, etc. C'est peut-être moins sélectif, je ne sais pas. Peut-être que c'est une connerie de dire ça. Mais en tout cas, peut-être que c'est plus sur le dossier. C'est-à-dire que les gens dans le public qui vont avoir vraiment 16, 17, etc. de moyenne, plus que 15 en tout cas, vont avoir accès à vraiment des hautes écoles parce qu'ils l'auront mérité, parce qu'ils auront travaillé, on va pas se mentir non plus. Et que bon, bah, ceux qui sont entre 12 et 15, bon, ils auront les choses un peu en dessous, etc. Puis ceux qui sont en dessous de 12 et puis ceux qui sont en dessous de 10, bon, bah, on verra quoi. Donc effectivement, il y a peut-être ce côté-là aussi qui rentre en jeu. Ouais, je pense que c'est une question intéressante. Ouais. Alors, moi, quand j'avais eu, par exemple, dans mon cursus, ça me fait bizarre d'y repenser, mais après mon BTS dans l'industrie, au début, j'étais parti pour faire une 3e année dans un cursus un peu plus commercial, puisque justement, j'étais pas au taquet sur tout ce qui était technique. Et c'était en entretien où tout s'était joué. En entretien, et puis honnêtement, sur aussi les avis que les enseignants... Alors, faut pas dire les enseignants, pardon, les formateurs, ils détestent qu'on les appelle des enseignants, que les formateurs avaient de moi. Pendant l'entretien, c'est vrai que je me rappelle, la personne m'avait dit... bah oui, alors c'est vrai que c'est faible, là, mais bon, il y a eu des bons échos. Là, on s'écarte un peu de la technique, on va plutôt vers de la vente. Alors, il y a moyen que ça passe, donc j'ai bien envie de vous prendre, etc. Parce que j'ai aussi eu des échos. Alors, j'ai jamais été au bout, puisque en fait, j'ai été pris, mais un mois plus tard, je faisais autre chose, parce que c'était une erreur de parcours, on va dire. Mais l'entretien m'avait pas mal aidé. Je pense que voilà, si tu arrives à bien te vendre, que tu as été préparé à bien te vendre ou pas, ou que vraiment ça vient vraiment du fond de tes tripes en mode ça y est, j'ai trouvé mon truc, ça y est, je veux faire ça. Bon, peut-être que je suis pas très bien exprimé, peut-être que je suis pas très bon orateur, mais je sais que je veux faire ça, et du coup, quand tu parles à la personne qui est en face de toi, c'est tes tripes qui sortent, et puis bah là, la personne en face, elle sent que tu la baratines pas, et que oui, effectivement, si elle te recrute, tu vas faire le nécessaire. Donc je pense que oui, il y a ce côté-là aussi qui joue beaucoup. Mais c'est vrai que cette remise à zéro, en fait, ça a été une chance. Et franchement, je les remercierai sûrement jamais assez de m'avoir pris. Hein, parce que franchement, j'y croyais pas. Parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode cursus scolaire de pourri, dossier scolaire pourri plutôt. Mais, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud. Hein. J'ai merdé. Je sais pas comment je vais me débrouiller, quoi. Et le fait qu'on dise, ok, montre-moi ta motivation, j'ai ton diplôme, bon, ok, enfin ton dossier scolaire, ok, c'est pas ouf, vas-y, convainc-moi. C'est une chance, quoi. Franchement, c'est vrai que de ce côté-là, c'est une chance. Alors que je pense que dans le public, t'as peut-être moins d'entretien, à part dans les grandes écoles, mais dans la norme, on va dire. Je pense que tout se fait sur dossier, parce que bon, pour plusieurs raisons, pas le temps, pas d'effectifs, je sais pas, bon, c'est pas. Mais la réalité est peut-être là que, effectivement, dans le privé, vu qu'ils sont hyper sélectifs, ils vont prendre le temps de sélectionner, donc de faire un entretien. Alors que dans le public, bon, ils vont se dire, on sait que si tu as entre temps et temps de moyenne, bon, tu as globalement les capacités, ça fait 10 ans qu'on fait le truc, on sait que les gens qui ont cette moyenne-là,
ils s'en sortent plutôt bien pour le diplôme, et puis bon, bah vas-y, viens, et puis fais ton truc. Alors que peut-être dans le privé, c'est différent, je sais pas. À voir avec d'autres expériences. Il faudrait regrouper expériences. avec d'autres expériences pour avoir les avis vraiment d'un côté des gens qui ont vécu vraiment le privé, d'autres le public, voire des gens peut-être qui ont vécu les deux, puisque finalement, au cours d'une vie, si tu changes de parcours, mettons, en cours de route, tu peux être amené à être à la fois dans le privé pour une raison, le public dans l'autre parce que tu t'es réorienté. Oui, bien sûr. Ça pourrait être sympa d'avoir deux avis différents. Enfin, plusieurs avis même différents. Après, Vraiment. si on se recentre un petit peu sur... là, on a un peu vu donc, ton entrée dans cette école de cinéma, Yes. le parcours que tu as fait. Tu as aussi parlé un peu du projet que tu avais en cours actuellement. Et la question que je me pose, c'est où est-ce que tu te vois dans 1 an? Je vais prendre en compte les mesures sanitaires du moment. Moi, l'idée, c'est que j'ai la chance, ou je l'ai provoqué, je ne sais pas. En tout cas, je sais que je suis plutôt apprécié au niveau de l'administration et des élèves et des profs de mon établissement. Je pense pas que ça joue, mais en tout cas, j'ai des bonnes notes, j'ai une certaine sympathie et une certaine connexion avec ces gens-là qui est plutôt naturelle et très sympa. Du coup, j'ai demandé en fait à faire une 4e année. Parce que normalement, c'est une licence, donc ça se fait en 3 ans. Puis après, basta, tu vas bosser. Et ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que moi, dans ma formation, arrivé à la 3e année, en fait, on choisit une dominante. Donc dans le cinéma, pour essayer de faire simple, tu as 3 dominantes. La dominante production, donc c'est tous les gens qui vont préparer tout ce qui est tournage, tout ce qui est autorisation, tout ce qui est dossier, tout ce qui est financement, tout ce qui est communication, tout ce qui est transport, tout ce qui est aller chercher tel matériel, etc., etc. Donc ça, c'est une dominante dans laquelle je suis rentré pour faire ma 3e année. Ok. T'as une deuxième dominante qui est du coup plutôt liée à l'image, donc là c'est simple, okay, on va faire simple, caméraman ou le mec qui fait la lumière, etc. et tous les métiers qui sont liés à ça. Et une troisième branche qui est la post-production, donc là pareil, pour vraiment faire très grossier, les gens qui font le montage et les effets spéciaux sur les ordinateurs. Voilà. Moi j'ai choisi la production. C'est avéré qu'à côté de ça, j'ai développé une autre passion grâce à mon frère qui est la photographie liée à l'image. Et j'ai demandé à l'école, est-ce que je peux faire une 4e année, donc avoir une espèce de double formation, pas un truc de redoublement, mais vraiment une double formation, sans avoir forcément un bac plus 4, ça reste une licence, mais voilà, sur le CV, je sais faire ça et ça. Ils ont accepté, et donc pour en revenir plutôt à ta question, l'année prochaine, si tout se passe bien, du coup je me vois en 4e année dans cette école, donc quelque chose d'exceptionnel, d'inédit, d'après ce qu'ils m'ont dit, mais dans la branche image, pour me perfectionner, parce que la production c'était très intéressant, j'ai rencontré plein de personnes, c'était vraiment très très chouette, mais je sens que là j'ai besoin de m'améliorer dans l'image, dans la caméra, dans la lumière, etc. Parce que, pour pousser plus loin ta question, dans 2 ans, je me vois, j'aimerais bien tester, vu que je suis encore au début du monde du travail, on va dire, je suis pas encore ancré dedans, j'ai pas grand chose à charge, j'ai la chance que mes parents peuvent me soutenir encore un certain temps, j'ai pas d'enfants, voilà, j'ai pas de famille à nourrir, etc. Enfin voilà, les conditions sont idéales pour que je me permette, avec mon frère, de monter une petite boîte, donc l'indépendance, quoi, en fait, je me vois indépendant dans 2 ans, avec mon frère, et puis on essaie de proposer des prestations de photographie et de vidéo. Dans le domaine de l'événementiel, pour promouvoir des événements, que ce soit interne aux structures ou externe, donc c'est-à-dire vraiment des événements, genre faire en gros faire une pub pour, je sais pas, une station de ski quelque part, et interne en mode pour fédérer une équipe, et vraiment de la publicité pure et dure. Voilà, dans 2 ans je me vois là, donc c'est pour ça que l'année prochaine je me vois en image, c'est pour que quand j'arrive en indépendance, moi je sois autonome et compétent dans les vidéos, pour pouvoir prendre le leader sur ce pôle-là qu'on voudrait pouvoir proposer avec mon frère dans notre entreprise. Ok, très bien. Alors je sais pas si tu as lu, il y a un livre de Fabien Olicard qui explique, alors j'ai plus le titre en tête, c'est dommage, mais comment s'organiser, comment devenir, on va dire, performant, entre guillemets, dans sa vie professionnelle et personnelle. Et pour ça, lui, il utilise les mantras, donc des mots que tu choisis, qui vont être un peu tes guides, on va dire, pendant une certaine durée. Et donc si on devait faire les mantras un peu de Lucky, l'indépendance ce serait le mot de tête,
suivi, alors c'est pas juste un mot, mais de la phrase gagner sa vie raisonnablement. Et donc le troisième, ce serait en famille, je pense. En famille. En famille, avec des connaissances proches, quoi. Ou du moins, après, c'est un petit peu c'est peut-être lié à l'indépendance, parce que si on n'est patron de notre truc, on choisit avec qui on veut travailler, on choisit nos contrats, peut-être que ça se rejoint, mais Ok. je dirais ça, ouais. Indépendance, vraiment, ça serait chouette. C'est tout bête, hein, mais quand j'ai un peu de temps libre, le fait de faire 3 heures de route, on va dans un endroit, on prend des photos, tu fais un petit pique-nique, tu reviens, je sais pas quelle heure, c'est génial, quoi, c'est vraiment cool. Puis après, évidemment, comme partout, hein, gagner bien sa vie pour pouvoir se permettre de faire des choses, découvrir des choses. Pas pour acheter tout et n'importe quoi, mais vraiment uniquement par curiosité, en fait. C'est si je veux gagner beaucoup d'argent, c'est parce que je veux assouvir cette curiosité. Pas d'acheter, je sais pas, une grosse villa et tout ça, des bagnoles, ça, j'ai rien à foutre. Mais vraiment juste pouvoir me dire que là on bouge, ok, on fait une semaine, on va partir dans un pays qu'on connaît pas, là on va prendre plein de trucs en photo, ce musée il a l'air super intéressant, vas-y on fonce et tout, etc. Voilà, de la culture à fond. Je me dis, tiens, là, purée, il a l'air cool ce film, plutôt que de le télécharger, je vais l'acheter, c'est mieux. Ça remet un peu de sous dans la machine. C'est tout con, mais c'est des trucs comme ça, c'est ne plus être bloqué par le l'argent. matériel. Par le matériel, parce que j'ai pas assez d'argent, donc je peux pas aller au musée, parce que je peux pas acheter ce truc, parce que je peux pas bouger ici, parce que je peux pas faire ci. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc. Ça peut paraître en mode, ça, le mec, il veut gagner bien sa vie, voilà, il veut se mettre bien, voilà. Oui, on va pas se mentir, comme tout le monde, je pense que c'est un idéal qui est intéressant. Mais c'est surtout pour avoir accès à la culture, à la liberté de mouvement et de se déplacer où je veux, quand je veux, et de découvrir des choses et de les partager surtout. C'est ça qui est important. Parce que si je suis tout seul avec mon fric à voyager, ça n'a aucun intérêt, je vais me faire chier. Et si en plus de ça, ce que je fais, c'est juste pour moi, bon, c'est cool, mais si je peux le faire partager aux autres qui n'ont pas les moyens de bouger ou je ne sais quoi, si je peux leur montrer des photos, des vidéos, leur faire partager des choses, là, c'est vraiment cool, quoi. Okay. Donc ouais, j'avoue que c'est les deux gros deux mots ou deux phrases, on va dire, qui me font, qui me passionnent, quoi. Si un jour, du coup, tu lis Fabien Licard et que tu as envie de noter tes mantras, et tu auras ces 3 mots principaux, plus la découverte et l'apprentissage dans ton petit carnet. Je connais, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais j'ai pas lu ses bouquins. J'ai lu quelques trucs, mais pas assez, je pense, pour retenir. Il y a pas mal de contenu. Je crois qu'il doit en être à son 3e livre maintenant. Ah, ça m'étonnerait pas. Plus tout ce qu'il y a sur les chaînes YouTube, il y a pas mal de choses. Alors, je sais que c'est d'autant plus loin en plus pour toi que t'as eu des expériences professionnelles hors le cinéma, hors les écoles, mais t'as pas encore fait, on va dire, ta grande rentrée dans le monde du travail. Mais j'ai quand même une question par rapport à ça. C'est la retraite. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pour toi c'est une notion complètement préhistorique à laquelle on n'aura jamais le droit dans un futur assez lointain? Je suis pas assez calé dans tout ce qui est loi, etc. pour savoir si ce qui est passé dernièrement se fait entuber ou pas. J'avoue que je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Ça serait complètement sur le peu de choses que j'ai eu des échos à droite à gauche, donc c'est pas terrible. Le seul truc, moi, c'est ma philosophie de vie. Bon, qu'on soit d'accord ou pas, s'il y a des règles du jeu, parfois elles changent en cours de jeu, bon, c'est chiant. Mais il faut se mettre un objectif ultime, c'est-à-dire que si on veut passer outre les règles ou je ne sais quoi, ou du moins s'en sortir parmi ces règles-là, je reviens à la question d'argent, si on se fait siffler notre retraite, parce qu'il faut bosser jusqu'à 70 ans pour avoir une maigre retraite, le but du jeu il est là, c'est ok, retraite pourrie à 70 ans, qu'est-ce que je fais pour y remédier parce que ça me plaît pas? Je vais charbonner, puis je vais essayer de faire de l'argent et puis le mettre de côté pour que de manière intelligente pour que quand j'arrive à 70 ans ou 63, j'en sais rien, je crois que la retraite pour l'instant c'est 63 ans, je sois pas en mode l'État va me la mettre, il me reste 500 balles par mois, ce que je vais faire, là tu vois, je vais me dire je vais piocher sur le compte que j'ai fait exprès toute ma vie pour essayer d'avoir un certain niveau, de garder un certain niveau de vie jusqu'à ce que je meure, hein. Jusqu'à ce que je meure, quoi. Donc je pense que en fait c'est compliqué à dire parce que
Là, je suis encore au début de ma vie, donc pour moi, c'est facile de dire ça. Ça se trouve, je vais pas y arriver, hein, mais c'est pas grave, je vais essayer. Ça se trouve, je vais me foirer, et puis je serai obligé de suivre les règles du jeu que l'État imposera. Puis bah, ce sera comme ça, hein, tant pis. Et donc c'est vrai que là, j'ai ce discours-là, mais je pense que les gens qui sont actuellement en phase de passer à la retraite ou qui sont actuellement à la retraite n'auront pas le même discours. Parce que eux, c'est pas dans 40, 50 ans que ça va jouer. Eux, c'est au jour le jour. C'est maintenant que le lendemain, ils vont se dire est-ce que j'ai encore assez de bouffe, enfin, est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter de la bouffe pour mon frigidaire, pour le mettre dans mon frigo, quoi. Est-ce que demain, est-ce que dans un an, comment je vais faire? Donc, je pense que j'ai ce discours-là. Je vais tout faire pour éviter d'en arriver à cette situation-là qui est compliquée quand on se retrouve avec une faible retraite ou à travailler jusqu'à je sais pas quel âge. Ouais, je pense qu'à un moment, il y a un jeu, c'est un jeu en fait, tout ça. C'est un triste jeu, mais c'est un jeu, il y a des règles. Il faut les comprendre, il faut les connaître, et il faut essayer de faire en sorte de gagner en fait. C'est con, hein, mais je conseille à tout le monde d'essayer de faire ça, quoi. Mais ça fait chier pour les gens qui sont au jour le jour dans ce truc-là. Effectivement, c'est compliqué. Non, mais c'est très clair du coup. Je pense que c'est une réponse assez complète par rapport à ton, à comment est-ce que je dirais, pas à ton avenir, mais à ta vision, on va dire, de l'avenir vis-à-vis de ça. Alors maintenant qu'on a un peu balayé, pardon, les 2 ans, les 1 an, même les 2 ans, la retraite de Lucky, je propose qu'on se recentre un petit peu sur l'école. Ouais. Et je sais de discussions donc, qu'on a eues précédemment que pour les besoins d'un projet, tu as beaucoup réfléchi et appris sur un sujet autour de l'agriculture. Ma question est simple, est-ce que tu pourrais nous parler de ça, donc de ce projet, et également des éléments donc, que tu as appris pendant tout ton cursus de création pour lui? Là, il y en a des trucs à dire. Ah, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai choisi ça aussi. Alors peut-être, on va dire synthétiser. S'il y a un besoin au cours de ta réponse de revenir en arrière, de se remettre sur certains points, de se resituer, etc., pas de souci, pour qu'on puisse partager ça avec toi. Donc déjà, je pense que c'est intéressant de contextualiser, comme tu disais, effectivement. Je suis pas un expert. J'ai passé pas mal d'heures à fouiller là-dessus, avec mon équipe, on est 3. Donc il y a des choses que je n'ai peut-être pas compris, des choses que je n'ai peut-être pas vues, des choses que j'ai peut-être mal comprises aussi, c'est possible. Mais de ce que j'ai compris, déjà pour recontextualiser le projet, effectivement pour la 3e année de mon école, on fait un dossier, ce qu'on appelle un dossier professionnel, donc on est par groupe de 3. On choisit un thème, on choisit un style, ça peut être une fiction, un documentaire, peu importe, on fait ce qu'on veut. Et on se débrouille. Voilà, les profs nous encadrent pour nous dire si on va dans le mur ou pas, mais sinon on se débrouille. Après pas mal de réflexions avec mon groupe, on est parti sur les pesticides, l'utilisation. Enfin, pour être exact, au début, on est parti d'une blague sur les abeilles, sur un mec déguisé en abeille qui était en train de butiner dans des fleurs. Sous-entendu, bah en fait, il y a la mort des abeilles. On est tombé sur des articles où les abeilles, on avait vu qu'il y avait vraiment un déclin de population d'abeilles assez violent en ce moment. Du coup, on s'était fait un délire et puis on s'était dit, ouais, on va essayer de le mettre en scène, etc. Et tout ça. On va essayer de faire un truc drôle pour passer un vrai message de c'est chaud, il n'y a plus d'abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, bah, il n'y a plus de pollinisation. Et bah, s'il n'y a plus de pollinisation, moins de fleurs, moins de plantes, moins de légumes, etc. Donc ça part de là. Après, ça a beaucoup évolué. Et du coup, pour ce projet-là, du coup, on s'est renseigné, on s'est documenté. Et je suis tombé sur des trucs que je considère assez injustes et que je constate malgré le peu d'informations que je pense que j'ai, que le monde agricole, c'est compliqué et hyper ingrat. Hyper ingrat. Comment synthétiser ça sans être trop long et trop chiant? Je dirais que déjà, ce qui est compliqué en fait, c'est les pesticides dans l'agriculture. L'utilisation de pesticides ou insecticides ou autres éléments chimiques qui permettent d'améliorer le rendement des cultures en détruisant des maladies, des insectes, principalement ça. C'est compliqué parce que c'est dangereux pour l'être humain à long terme. Donc nous, on va dire qu'il y a deux fronts. Il y a le premier front, c'est les agriculteurs qui eux sont constamment en contact avec ces
ces produits chimiques qui sont cancérigènes, qui sont tout ce que tu veux, enfin, qui sont vraiment dangereux. Et nous, on est en deuxième ligne. Les consommateurs, on est en deuxième ligne. C'est-à-dire qu'on peut en crever, mais c'est sur le long terme. Ce qui est plus touché, évidemment, c'est les gens qui sont plus sensibles ou fragiles, donc c'est-à-dire femmes enceintes, enfants, fœtus quoi, et enfants. C'est les personnes qui sont vraiment les plus touchées. Et après, nous, à long terme. Ce que j'ai appris, c'est que, en fait, c'est hyper. Il y a une sorte de balance, en fait. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que l'État a besoin de nourrir une population. Ça, c'est un fait. Il a une obligation de ne pas de nourrir sa population, donc de nourrir 70 millions de personnes. Donc, il faut qu'il trouve des moyens. Pour faire une petite histoire un peu de comment sont arrivés les pesticides en France, globalement, grossièrement, c'est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Grosse famine, grosse crise, il fallait tout reconstruire, c'était le bordel, hein, on va pas se cacher. Ils se sont dit, ok, bon là j'ai une population à nourrir, c'est la famine, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ok, industrialisation, donc tout ce qui était avant, campagne, ferme, tout ça, c'est pas assez rentable, ça donne pas assez de nourriture, il faut plus de rendement. Ok, industrialisation, donc tracteurs, grands regroupements agricoles pour que ce soit plus rentable, donc moins de petites fermes, mais vraiment gros hectares de fermes, enfin de champs agricoles bien réunis l'un à côté de l'autre pour que ce soit plus rapide. Et utilisation de produits pesticides pour améliorer les rendements en, comme je disais, détruisant soit les insectes, soit les maladies. Ils ont fait ce pari-là, ça a marché. Ils ont nourri leur population. Donc, ils ont un peu intoxiqué, mais ils l'ont nourri. Donc, entre mourir de faim et mourir peut-être un peu plus tôt de cancer qui serait accru par ça, bon, le choix est compliqué, ils ont fait un choix. Certes, à l'époque, ils n'avaient peut-être pas le choix, mais maintenant, il y a d'autres modes d'agriculture qui sont possibles. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que les pesticides qui permettent d'avoir une rentabilisation correcte, mais qui ne sont pas développées ou peu développées. Et là, il y a le problème. C'est-à-dire qu'en France, on est encore bloqué sur cet aspect de, bon, il y a 10% en gros. Là, malheureusement, ça fait longtemps que j'ai pas lu mes trucs, j'ai pas lu mes chiffres, donc c'est possible que j'ai quelques écarts, mais je sais que globalement, ce que je vais dire, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Après, il faudra regarder pour avoir une précision exacte sur les chiffres. Mais en gros, pour faire simple, on va se dire qu'il y a 10% de la production agricole de fruits et légumes en France qui sont... non, 90%, pardon. 90% des productions agricoles et des fruits et légumes sont faites par une minorité de grandes entreprises qui détiennent presque un monopole. Voilà, c'est ça, qui sont en plus de ça subventionnés par l'État. Ce qui fait que ce qui reste, c'est pas mal de petites fermes qui, comme on peut le voir dans le film avec Guillaume Canet, Au nom de la terre, ce sont des petites fermes qui ne s'en sortent plus parce qu'elles s'endettent pour acheter des terrains, pour acheter des graines, pour acheter du terreau, pour acheter des bestiaux, pour acheter des vaccins pour les bestiaux, pour acheter je ne sais quoi, plein d'autres trucs, des machines, des tracteurs, etc., qui s'endettent sur je ne sais combien d'années, sur 20 ans, 30 ans. On parle quand même de, si je dis pas de conneries, 400, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble qu'il y a en 90, une grande partie des agriculteurs étaient endettés à une valeur de 300 000 francs. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'avais vu des chiffres, je crois que j'ai un chiffre en tête là qui me vient, c'est 450 000 euros, je suis pas sûr. Mais les mecs, en gros, sont surendettés. Et le maigre gagne-pain qu'ils ont, c'est pas suffisant pour vivre, et encore moins pour rembourser ses dettes. Donc les mecs sont en train de couler, en fait. C'est pour ça que l'agriculture en France, c'est le métier où il y a le plus de suicides. Parce que les mecs ne jouent même pas les deux bouts, donc quand tu joues pas les deux bouts, bah... Donc ça, c'est chaud. Alors que c'est quand même que si on n'a pas de fruits et légumes, enfin, je pense que tout le monde, enfin, au bout d'un moment, tu finis par mourir, quoi. Enfin, toi, moi, n'importe qui va mourir. Donc c'est chaud. C'est-à-dire que les mecs qui sont à la base de la survie de l'être humain dans un pays sont en train de se suicider parce que c'est chaud, quoi. Bref, ensuite, c'est un peu brouillon, désolé, mais... Non, moi je trouve ça très clair, au contraire. Après, j'ai envie de te dire, les chiffres, c'est des choses qui sont en constante évolution, donc si tes chiffres, les chiffres que tu donnes étaient les chiffres à un instant T, ou que c'est une valeur approximative, par exemple, pour tout ce que tu as dit, on comprend bien que... Et c'est d'actualité, et ça l'est depuis des années. Les agriculteurs sont dans une situation très, très complexe. Ouais. Et l'endettement, ça malheureusement, c'est une réalité pour beaucoup d'entre eux. Et de ne pas réussir à joindre les deux bouts,
tu parlais du film de Guillaume Canet, c'est vrai qu'il avait fait une C'est petite... pas de c'est avec Avec Guillaume Canet. Canet, oui, pardon. C'était un film qui avait fait une petite polémique, je me rappelle, quand il était sorti, puisqu'il mettait sur la table ce que tu es en train d'expliquer, en fait, Bah, la des vérité, situations hein, très critiques. clairement. Là, et puis le film, c'est pas des mythos, hein, c'est une histoire. Le réalisateur, malheureusement, j'ai plus son nom, mais le réalisateur, c'est un fils d'agriculteur, et l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire de son père. C'est son père, voilà, qui était surendetté, qui a récupéré la ferme de son père, donc du coup, le grand-père du réal, et qui s'est suicidé parce que il n'en peut plus. Il s'est surendetté, il a essayé de faire des trucs, ça marche pas. Donc effectivement, ouais, c'est une histoire vraie. Et, Le réalisateur, c'est Édouard Bergon, voilà. je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc je peux aller voir ce film, c'est vraiment très intéressant. Et pour revenir du coup à mes recherches, le chiffre que je disais, 90% des rendements, c'est fait par 10% des agriculteurs, des grosses entreprises. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les agriculteurs, ils ont des aides données par l'État qui sont rédigées sous la PAC. Donc la PAC, c'est Politique agricole commune. En gros, comment on dit ça ? En gros, au niveau européen, en fait, il y a quelque chose qui est mis en place, c'est que chaque pays membre de l'Union européenne donne une certaine somme qui va aller dans un pot commun, qui va ensuite être redistribuée en fonction du... Ça, c'est pas très très clair dans ma tête, c'est pas très très clair, mais je crois que c'est en fonction du nombre d'agriculteurs en France, par pays, pardon. Ce qui fait que du coup, chaque pays participe à un pot commun, et ensuite, voilà, il y a une redistribution dans chaque pays. Ce que je sais, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la France reçoit la plus grande partie de ce pot commun. On parle de 8 à 9 milliards, je crois, de subventions. Ensuite, ces subventions passent au niveau du ministre de l'Agriculture et par pas des associations, c'est des... Comment on peut dire ça ? Des entités, on va les appeler. Ouais, voilà, des entités qui gèrent ça en mode ok, on a 8 milliards, voilà, il y a deux pôles, et du coup ils se disent ok, donc les 8 milliards, il faut qu'on les distribue sur toutes les personnes qui sont dans l'agriculture. En gros, c'est ça. Et le truc, c'est qu'en fait, cette distribution d'argent est faite en fonction du nombre d'hectares que vous possédez. Donc c'est-à-dire que plus votre exploitation est grande, plus vous allez recevoir d'argent, de subventions de l'État. Sauf que, rappelez-vous, j'ai dit que 90% de la production était faite par 10% d'agriculteurs, qui sont en fait des grosses entreprises qui rachètent, qui achètent pas mal de terrain pour faire un immense truc. Ce qui fait qu'en fait, ces 9 milliards vont pas être répartis de manière égale sur tous les agriculteurs, mais ils vont être répartis en fonction de, comme je disais, du nombre d'hectares. Donc en fait, il n'y a que 10% de ces agriculteurs qui vont recevoir énormément de subventions, parce que en fait, ces 10% vont être les plus gros, quoi. C'est ceux qui détiennent les plus grosses parcelles d'agriculture, de cultivables. Ce qui fait que les petits agriculteurs, qui sont endettés, etc., qui sont indépendants, anciennes entreprises, reçoivent une maigre compensation de ces subventions, et du coup, même s'ils récupèrent ces subventions, c'est pas assez pour subvenir à leurs besoins. Donc déjà, première petite injustice. Enfin, petite. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui seraient bonnes à changer. Voilà, premier point problématique. Le deuxième point problématique, je reviens aux pesticides, c'est que les 10% qui ont toutes ces subventions, etc., enfin une bonne partie des subventions et la plupart des terrains, vous pouvez être sûr à 100% qu'ils utilisent des pesticides, insecticides et tout ce que vous voulez. Parce que ils ont trop de trucs, c'est industrialisé, c'est-à-dire qu'ils ont moins de personnes ils ont pas beaucoup de personnes qui travaillent dans leur ferme parce que tout est industrialisé, machines, tout ça, mais ils reçoivent quand même plus de subventions, voilà, pour remettre un coup, et du coup pour rentabiliser, pesticides à fond. Comme ça, pas de perte, on est sûr qu'il n'y a pas une épidémie, il n'y a pas un truc, je sais pas quoi, un insecte à la con qui vient bouffer leur truc, voilà, ils sont rentables à fond. Donc voilà. Ensuite, il y a des agriculteurs qui essaient de s'en sortir et qui sont déjà dans ce cycle avec les pesticides. Et du coup, il y a un troisième type d'agriculture, c'est tout ce qui est le bio. Donc arrêtez de dire le bio, ouais, c'est pas trop et tout. En France, on a quand même des choses qui sont bien faites. C'est le bio, c'est certifié, c'est vérifié. Des gens qui vont sur place pour voir si ça déconne pas. Il y a toujours des canards, un petit canard dans les trucs. Donc il y aura toujours une ferme ou deux qui va faire de la merde sous le label bio. Mais globalement, franchement, le bio, c'est bien.
à ne pas confondre avec bio égale 0 pesticides ou insecticides. C'est possible qu'ils utilisent ce genre de produits, mais eux, au lieu que ce soit sur toute la parcelle tout le temps, c'est sur des petites parcelles. Parce qu'en fait, ils vont se dire, on va laisser les choses, on va laisser la nature se faire, et si par exemple à un moment il y a une maladie qui se développe, ils vont essayer de la contenir, mais s'ils vont voir que cette maladie va bouffer toutes leurs réserves, là, en cas de force majeure, ils vont utiliser des pesticides. Mais c'est sur une zone précise, un temps précis, et c'est tout. C'est pas tout le temps. Donc effectivement, le bio, c'est pas 0 pesticides, mais c'est quand même beaucoup moins que les gros trucs que les 10%. D'accord. Et il y a une quatrième branche qui apparaît, qui réapparaît ou qui apparaît en ce moment, c'est tout ce qui est permaculture et autres systèmes d'agriculture qui nécessitent 0 pesticides, insecticides, 0 produits chimiques. Il y a un terme générique pour les deux, mais j'ai oublié. Et l'État donne des aides pour développer ce genre de trucs, donc tout ce qui est permaculture, etc., mais très peu. Et du coup, en fait, le truc, c'est que c'est des choses qui sont en train d'émerger, mais qui ne peuvent pas émerger, qui ne peuvent pas exploser, parce qu'en fait, toutes les subventions sont données aux 10% qui utilisent à fond les pesticides, parce que c'est la grosse machine, grosse industrialisation, parce que les les agriculteurs qui sont déjà dans ce cycle des pesticides, pour se recycler, il leur faut énormément d'aide. Il faut qu'ils remboursent leurs dettes. Il faut qu'ils assainissent leur terrain. Parce que c'est bien beau de se dire, ah bah moi, pesticides avant, et maintenant c'est fini. Bah mais ton terrain est contaminé pour je ne sais combien d'années, donc c'est compliqué aussi. Voilà, en fait, il y a tout un cercle vicieux qui fait que c'est compliqué. Et du coup, au lieu de retravailler tout ça, de retravailler toutes ces choses-là, pour se dire, bon, il serait peut-être temps d'arrêter de donner plein de thunes aux autres qui foutent plein de pesticides, peut-être qu'on ferait mieux de développer la permaculture. Pour l'instant, le système, il est comme ça. Donc, beaucoup de subventions pour les gros trucs. Donc, premier truc, un peu galère. Deuxième truc, et je vais finir là parce que je parle beaucoup, qui est à mon sens très important à savoir, c'est qu'au moment où je me suis renseigné sur tout ça avec mon équipe, on a découvert tout ça, on a découvert la PAC, la PAC, et en fait, il y a un débat citoyen qui a été organisé sous la tutelle sous la demande, du ministre de l'Agriculture et de la Santé. C'est une sorte de débat, vous pouvez trouver ça sur Internet, vous tapez PAC en majuscule, donc politique agricole commune. Il y a des sites en fait qui répertorient toutes les avancées dans ce truc-là, avec énormément d'associations qui sont contre les pesticides, qui sont affiliées sur ce site-là. Donc en fait, le truc, c'est ils se sont dit, bon, la PAC, ça va pas, tout le monde gueule, les agriculteurs gueulent, ça va pas, ok. Ils ont donné pour la première fois la parole aux citoyens. Et ça, c'est ouf. Et ça c'est un truc, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, mais ça, c'est hyper intéressant. Parce que c'est très rare qu'ils fassent ça. Le fait qu'ils nous donnent la parole, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'exaucer, hein, mais nous la donnent, c'est déjà un premier point. Et donc, ils ont donné la parole à des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a 140 citoyens qui ont été sélectionnés pour participer à ce débat public. C'est un débat public. N'importe qui est affilié à des associations aurait pu être présent à ce débat. Un équivalent à la Convention citoyenne sur le climat, mais pour ce sujet-là en particulier. Exactement. Et du coup, dans ce domaine-là, en tout cas, c'est la première fois qu'ils ont fait ça, et c'est super cool. Parce que du coup, tout le monde a dit, les pesticides, on en a marre, ça dégage. Vous allez donner plus d'argent à ceux qui font tout ce qui est permaculture, et les petits agriculteurs qui, même s'ils utilisent un peu de pesticides, sont en train de couler. Voilà, donc plein le cul des grandes industries, on privilégie la santé, la permaculture. Donc c'est chouette, ça a été remonté au ministre de la Santé et de l'Agriculture, et ensuite cette demande doit être montée au niveau européen, donc Commission européenne pareil, j'ai plus les termes exacts. J'ai une petite mémoire, qu'est-ce que c'est chiant. Ce qu'on pourra faire, c'est on mettra des liens dans la description sur les endroits où tu t'es renseigné. Je te donnerai des liens à mettre dans la vidéo. Je pense que c'est intéressant que les gens aillent voir vraiment par eux-mêmes. Parce que là, je décris globalement comment ça fonctionne, et encore, peut-être que j'ai des petites conneries, mais globalement, c'est sûr que ça marche comme ça. Et donc, ils ont envoyé ce rapport fait par les citoyens, pour les citoyens, à l'Union européenne. On a croisé les doigts, et comme d'habitude, c'est ce que toutes les ONG, toutes les associations contre pesticides se répètent, se tuent à se dire, on n'est pas écouté au final. Parce que c'est vrai qu'on a balancé tout ce qu'on voulait pour améliorer la PAC, parce qu'en fait, il y avait en fait, c'est une réforme de la PAC, et du coup, ils ont demandé aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pour qu'ils puissent montrer ces demandes au niveau européen, pour que ces demandes soient appliquées. Bon, ça n'a pas été appliqué, il y a beaucoup de choses qui ont été rejetées, beaucoup de choses qui ont été dégagées. Donc, grosso merdo, en fait, on est au même point, quoi. C'est-à-dire que les subventions, la règle ne va pas changer. Voilà.
Donc en gros, c'est là où c'est chiant, c'est qu'encore une fois, on avait l'opportunité, on nous a donné l'opportunité, donc c'est très chouette, mais au final derrière, il n'y a rien qui change, quoi. Donc voilà, il y a ce problème-là qui est chiant aussi. Il y a le fait aussi que les lobbies sont très puissants, des pesticides, etc. Exemple tout con, il y a des gens, il ne faut pas croire que l'État ne fait rien. Il y a des gens qui travaillent vraiment beaucoup au niveau de l'État, mais ils sont très bridés parce qu'ils proposent des trucs et quand ça passe, grand miracle, ça passe, il y a une loi qui va être votée, là, il y a les lobbies en fait qui font « salut mon pote, ouais, on s'aime bien, hein. Puis tu sais, déjà on s'aime bien, on est copains, donc tu peux pas me faire ça, tu peux pas m'interdire ce pesticide, c'est pas cool, tu vois. » Puis ouais, ok, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, mais tu sais, j'ai de l'argent, hein. Donc si je fais plus ton truc, tu vas perdre de l'argent. Ou alors, au contraire, je vais te donner de l'argent. Enfin bref, comme tu veux, j'en sais rien. L'éternelle pression de l'argent sur la raison, voilà, qui est un problème toujours d'actualité également. Voilà, il y a une pression qui est faite et j'ai des articles qui prouvent qu'il y a une pression qui est faite sur ces gens-là et du coup en fait les lois qui sont votées sont faites machine arrière, on les vote plus ou alors on vote contre et du coup on en revient au même point en fait. Donc voilà, les trois gros trucs qui sont importants à retenir, c'est il y a des subventions qui sont mal redistribuées, on ne privilégie pas assez la permaculture et toutes les autres sortes d'agriculture, je sais qu'il y en a une autre mais liée à l'eau, avec de l'eau, je sais plus trop, mais je sais qu'ils sont sans pesticides. On ne privilégie pas ces nouvelles formes d'agriculture qui en fait ne sont pas nouvelles, c'est des trucs ancestrales, mais c'est juste que ça revient. Et en plus de ça, on a beau nous demander notre avis, finalement, au final, il n'y a rien qui bouge. Et en plus de ça, pression des lobbies. Donc voilà, plein de trucs comme ça, plein d'injustices qui font que c'est chiant, quoi. Et puis en même temps, ça rajoute ce côté paranoïaque qu'on peut avoir contre l'État en mode le discours basique de de toute façon l'État il fait rien, de toute façon nous, notre avis on vote et je sais pas quoi, tout ce que tu veux, et puis finalement ça change rien, tout le monde s'en fout et tout ça, c'est juste pour du bluff et tout ça. Donc ouais, c'est un sacré bazar, je vous donnerai des liens pour les curieux. C'est tout un truc, mais ça vaut le détour, franchement ça vaut le détour. Sujet hyper intéressant. Et est-ce que... Alors, des fois, quand on travaille sur un sujet et qu'on découvre un peu, on va dire, l'envers du décor, les points noirs, les points, on va dire, vraiment désagréables sur certaines choses, des fois, enfin, moi, en tous les cas, c'est comme ça que je le ressens, on a un peu on regrette parfois un peu, tu vois, d'avoir gratté un peu sous la couche pour voir les choses. Mais est-ce que toi, tu t'es senti un peu ou complètement enrichi d'avoir travaillé là-dessus? Est-ce que tu t'es fier d'avoir fait toutes ces recherches et d'avoir appris finalement énormément de choses sur le monde de l'agriculture? Ouais. Parce que déjà, ça c'est... De base, j'aime bien apprendre des trucs, mais outre ça, ça m'a permis de changer un petit peu ma vision des choses. Parce que c'est facile de critiquer, de dire les agriculteurs ils sont endettés, moi aussi ma vie elle est dure. Ou alors de se dire de toute façon les pesticides c'est gros enfoirés, ils ont rien à foutre, ils en foutent partout. Mais il faut bien nourrir une population. En fait c'est bien de se renseigner, ça te permet en fait d'avoir les deux côtés. De plus avoir juste les avis à chaud ou les trucs pré-mâchés que tu peux avoir dans les journaux, dans les articles, ce que tu veux. Là c'est toi qui as fouillé, t'as été chercher les trucs et tu te forges ton propre avis sur le thème et à toi de faire ce que tu veux, à toi de te dire en fait c'est pas si grave le pesticide, je m'en fous, je continue à acheter des trucs, de toute façon c'est comme ça, je vais perdre 5-10 ans dans ma vie, de toute façon je bois de l'alcool, je fais des autres trucs, donc j'ai d'autres trucs qui vont me raccourcir ma vie, donc bon je suis plus à ça près. Ou alors tu te dis neutre, tu fais rien, ou alors tu te dis je vais peut-être essayer d'aider ces gens-là, comment je peux faire. Après là c'est une autre question. Moi, à ma petite échelle, ça a été on essaie de créer un truc avec mon équipe pour continuer à argumenter à sonner l'alarme sur ce sujet-là qui est sensible. Et personnellement, qu'est-ce que je peux faire moi ? De tout ça, je me dis, j'ai la chance d'habiter pas loin de la campagne. À un moment, il va falloir que je prenne l'habitude de faire l'effort, de prendre mon petit panier d'osier là, tu vois, de plus prendre le gros cabas de supermarché, ce que tu veux. Avec la grosse coupe dessus. Voilà. Et tous les dimanches, tous les samedis matins, 9h, je vais dans le maraîcher le plus près de chez moi. Je vais vérifier sur place que c'est pas un escroc, qui va pas me faire des trucs avec des pesticides planqués dans un hangar. Puis j'achète des trucs, des fruits qui sont peut-être moches et qui sont pas vendus, pas vendables dans des supermarchés, mais je m'en fous parce qu'on s'en fout en fait. Une fois que tu l'as coupé, ton fruit il ressemble plus à rien de toute façon. C'est vrai. Et
Puis bah voilà, quoi, j'essaie d'améliorer ça. Parce que ce qui est intéressant avec ce geste-là, juste le fait de pouvoir aller acheter dans un maraîcher, c'est que déjà, tu vas acheter des produits qui sont plus goûtus. Ça, c'est vrai, c'est un truc de ouf. Chaque fois que je vais chez mes parents, parce que ma mère elle achète chez un maraîcher, mais les trucs n'ont pas le même goût quoi, que les vieux trucs que je vais acheter au supermarché. Et encore, on a de la chance, les supermarchés maintenant, je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de supermarchés qui essaient de travailler avec des producteurs locaux, donc ça commence à s'améliorer. Faut pas non plus cracher totalement sur le supermarché, mais on n'est jamais 100% sûr parce qu'on ne sait pas quoi. Donc si t'es parano, un peu comme moi, et que tu te dis bon, vous êtes sympa, mais je sais pas d'où ça vient vos trucs, vous pouvez mettre autant de pancartes que vous voulez, j'en sais rien. Bah, tu prends ta voiture, hop, tous les samedis, tu remplis ton petit panier de fruits et légumes chez le maraîcher du coin. Tu vas faire le tour avec lui de son terrain, et puis tu sais que, oh, ok, il n'y a pas de pesticides, et puis terminé, quoi. Parce que si tout le monde reprend cette habitude, tous ceux qui le peuvent en tout cas, bah, implicitement, les ventes dans les supermarchés ou les autres trucs qui utilisent des pesticides vont baisser. Donc s'il y a moins de ventes, eux, au bout d'un moment, voilà, ils vont se trouver des stocks. Et des stocks d'invendus ou je ne sais quoi, enfin tu vois, ça va faire effet boule de neige et puis au fur et à mesure, ça c'est une supputation, mais peut-être que si tout le monde fait ça, peut-être qu'au bout d'un moment, eux ça va les toucher, ils vont se dire ah bah merde, tous les pesticides qu'on vend dans les entreprises qui cultivent des fruits et des légumes avec nos pesticides, bah, ils vendent plus. Donc s'ils vendent plus, ils achètent plus de pesticides, puis s'ils achètent plus de pesticides, bah dans le cul les lobbies quoi. C'est boule de neige quoi, donc je sais pas. Ça peut changer les choses, ouais. On peut imaginer que sur le long terme ça puisse apporter un vent de renouveau et pourquoi pas se recentrer un peu sur nos agriculteurs, sur nos locaux, sur le circuit court dont on parle aussi pas mal en actualité. Ah ouais, complètement. Toujours pour rester un peu sur ce statut, on va dire sur ton emploi d'étudiant, alors je mets emploi entre guillemets, enfin sur ton statut d'étudiant, j'aimerais une question toute simple, savoir si tu suis l'actualité étudiante. Déjà, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, qui lit les journaux, ou peu importe que ce soit en physique ou en digital. Donc je connais pas beaucoup l'actu. Les seuls trucs que je sais, c'est qu'avec la crise en ce moment, le Covid, c'est compliqué pour beaucoup de personnes, chose que je peux comprendre. Quand on n'est pas beaucoup de revenus, qu'on est étranger et qu'on vit dans 10 mètres carrés, bon, c'est chaud. Je pense que moi, ça me ferait chier. Donc je comprends la colère de certains. Après, je t'avoue que c'est vraiment les seuls trucs que je sais, quoi. Je sais que si l'État va mettre en place des séances de psy gratuites, du moins la première, je crois, pour les personnes qui sont en détresse. Mais malheureusement, c'est pas du tout quelque chose que je suis. Ouais. C'est égoïste, hein, mais encore une fois, j'ai de la chance de ne pas être touché par ça, donc c'est vrai que je sais pas. Alors on n'est pas tous égaux, on suit pas tous de toute façon l'actualité à des mêmes fréquences et à des mêmes degrés. Mais si je devais un peu recentrer ma question, on va dire, vis-à-vis aussi de toi, c'est est-ce que c'est une période que tu jugerais, avec l'actualité du coup Covid, là, qui impacte vraiment tout le monde, est-ce que cette période actuelle, c'est quelque chose qui, toi, en tant qu'étudiant, t'impacte et reste quand même un moment assez difficile à traverser? Alors j'ai en tête, pour être encore plus précis, les difficultés que ça peut apporter en termes de télétravail. T'es dans un cursus audiovisuel, donc tu as des tournages, des choses à faire. Il y a des nouvelles restrictions, des nouvelles difficultés qui sortent au quotidien. Est-ce que toi, en tant qu'étudiant, t'arrives quand même à faire front et à continuer à poursuivre tout simplement tes études? Ok, ouais, je vois mieux la question. Comment dire? Je l'ai ressenti, mais je l'ai pas subi. C'est-à-dire, effectivement, ça a été chiant sur pas mal d'aspects. Hein. On voit moins de monde, moins ses potes, tout ça, moins la famille, etc. Plus trop de fêtes familiales, tout le bazar, quoique. et les cours à distance, il y a pas mal de trucs où c'est compliqué et j'ai décroché sur certaines matières et c'est dommage. Après, heureusement, il y a des partiels, donc au bout d'un moment, que tu aies décroché ou pas, bah, va falloir tout réapprendre. Donc, bon. Faut remettre le nez dedans, quoi. Voilà, le travail a quand même été fait au bout d'un moment. Mais ouais, quand c'est des cours pratiques et que tu te retrouves en Discord, c'est la misère, je pense. Moi, vu que, comme je disais, j'étais en prod.
Quand en prod, c'est surtout vraiment des cours théoriques et la pratique se fait sur le tournage. Ou alors la pratique qu'on a, c'est c'est aller se renseigner, appeler, envoyer des mails, ce genre de choses. Donc ça peut être fait à distance. Donc c'est chiant, mais ça se fait. Parce que de toute façon, envoyer des mails, c'est déjà à distance. Mais je veux dire, le suivi avec les profs peut se faire par Discord sans problème, par exemple, pour citer Discord. Mais pour les gens d'image, c'était catastrophique. C'était catastrophique, parce que comment veux-tu apprendre une caméra, à utiliser une caméra et à faire une bonne lumière pour un set si t'es pas avec le matos dans le studio? Enfin, c'est juste pas possible en fait. Tu peux regarder des interviews de mecs super chauds, tu peux regarder sur internet des schémas, des trucs, tout ce que tu veux, mais le mieux c'est la pratique, on le sait tous. Théorique c'est bien pour arriver avec un bon bagage, mais si t'as pas de pratique derrière, c'est chaud quoi. Donc pour en revenir plutôt sur moi, ça a été chiant sur certains aspects, mais franchement ça va, je suis pas à me plaindre, vraiment pas du tout à me plaindre. Il y a des trucs qui ont été annulés, l'année dernière notamment, mais j'essaie toujours de me dire... déjà, moi, moi, c'est spécifique parce que j'ai encore eu plus de chance que d'autres dans ce truc-là. C'est qu'en gros, au moment où le premier gros confinement dure, on a mars-avril a été lancé l'année dernière. Nous, on a un gros projet qui a été annulé. Enfin, on avait 4 projets en cours, pardon. Il y a 3 projets qui ont été annulés et un seul, vu que c'était un clip avec un partenariat avec une entreprise pas loin de l'école, ils ont décidé de garder ce projet et de le réimplanter l'année suivante. Donc là, encore de la chance. Le projet que j'avais a été repoussé, pas annulé, donc ça c'est cool. Et du coup, dans la panique, finalement, on s'est dit, finalement, c'est peut-être pas plus mal, comme ça on aura plus de temps pour se préparer, faire un truc plus conséquent, plus propre, plus pro, tout ce que tu veux. Donc, petit malheur, mais compensé en se disant, ok, c'est chiant, mais on va prendre le positif, on a plus de temps pour se préparer. Ça c'est cool. Donc de ce côté-là, ça va. Au niveau des cours, comme je disais, pareil. Vu que je suis en branche de production, les cours à distance, ça s'est fait, hein, comme toutes les personnes à l'université, tout ce que tu veux. Donc là encore, ça va. Et puis après, on a réussi à passer dans les mailles du filet. Au deuxième confinement, on a quand même réussi à tourner nos trucs, même si ça a été décalé en janvier. Donc là, pareil, je m'en sors bien. Donc je l'ai senti, mais je l'ai pas subi. C'est ça, je veux dire. Je vois le truc, ça se décale, c'est chiant, ça s'alourdit. Mais jusque-là, ça va. J'ai pas eu de problème. Je suis pas cloîtré chez moi, je suis pas dans un 10 mètres carrés. J'arrive quand même à avoir du monde dans les mesures sanitaires, évidemment. Pas faire n'importe quoi, parce que si je suis malade, si j'ai le Covid et que j'annule un tournage. Difficile derrière de rebondir, oui. Ouais, mentalement, c'est chiant. Donc jusque-là, ça va. Bon, là, il y a des nouvelles mesures qui sont tombées. On va sûrement redécaler notre court-métrage de fin d'études. Mais encore une fois, c'est pareil. Je redécale. Alors que les gens de l'année dernière, qui étaient en même temps que nous, en premier confinement, nous, on avait un projet de fin de deuxième année qui était un court-métrage de 3 minutes. Ou 5 minutes, je crois. Qui n'a pas été fait. Mais ceux qui étaient en dernière année, donc en troisième année, eux qui avaient leur projet de fin d'études, un court-métrage de 10-15 minutes, alors que ça faisait 1 an et demi qu'ils y travaillaient dessus, que ce soit du scénario, préparation, décor, ils se sont retrouvés en fait à 1 mois et demi du tournage, boum, confiné, tout est annulé. C'est-à-dire que les mecs, ça faisait 1 an et demi qu'ils bossaient sur le truc, et hop, à la trappe. Donc les profs, etc., ils ont dit non, vous inquiétez pas, au bout d'1 mois et demi, c'est bon, ça va le faire. On repousse. Malheureusement, boum, annulé. Donc encore une fois, je m'en sors bien, parce que moi, je vais peut-être pouvoir le faire mon truc, alors que eux, c'était sûr que c'était annulé, quoi. Donc ça va. Franchement, ça va, je vais pas me plaindre. Ok. Plutôt de la chance. Parce que c'est des métiers quand même où on est comme tu le disais, qui nécessitent de la pratique. C'est des métiers de terrain, l'audiovisuel. Ouais. Et c'est vrai que c'est une période quand même où le terrain est quelque chose de très compliqué. Mais vous arrivez quand même, et c'est très bien, à faire front et à quand même pouvoir dérouler une scolarité à peu près, alors j'allais dire classique, mais le mot est peut-être pas vraiment le plus approprié, mais on va dire au mieux, pour acquérir les compétences dont vous avez besoin. Et ça, c'est ce que je pense être le plus important. Carrément, ouais. On a, franchement, l'école,
ils ont fait vraiment le taf, alors que ça devait être vraiment galère pour eux, quoi. Ils ont vraiment accompagné tout le monde, que ce soit au niveau des études, enfin au niveau des cours, ils ont vraiment pas déconné. Au niveau même au niveau non, c'est psychologique. Ils apportaient des soutiens, ils apportaient des rendez-vous avec certains profs pour se dire, parce qu'ils savaient certaines situations d'élèves qui étaient dans 10 mètres carrés, compliquées, tout ça, tout ça. Franchement, ils ont fait le taf, c'est cool. Ils ont géré jusqu'au bout, alors que les mecs, gérer 1000 personnes, toi, déjà gérer 30 cocos pour une équipe, c'est chiant, alors 1000, c'est chaud. Compliqué. Donc franchement, J'imagine. ils ont fait le taf, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Ça, bon, je pense que pour tout le monde, ça a été compliqué. Hein, mais... Ok. Très bien. Alors maintenant qu'on a parlé un peu, qu'on a brassé un peu entre ce que tu fais, comment tu imagines, on va dire, l'avenir professionnel quand tu seras sorti donc de ton cursus où il te reste donc une année à produire. Ouais, J'aimerais qu'on prenne encore plus de hauteur cette fois allez. et et que tu me proposes une définition qui pour toi serait rattachée à ce qu'est le travail. C'est quoi tout simplement pour toi le travail si tu devais en une phrase, deux phrases, quelques phrases maximum nous décrire ta vision. Alors, c'est une activité que je choisis qui a, comme toute activité, quelques contraintes, mais on va dire 90% que du bonheur, que de l'envie, que trop bien, quoi. Et évidemment, avec une rémunération. Pour moi, la base du travail, c'est rémunération. Ok. Le mot travail, je l'associe à rémunération. Ok. Je pense que ça, c'est ma base. Et après, le top du top du top, c'est rémunération plus, en plus, je kiffe ce que je fais, quoi. Ça, ça devrait être la base. Je sais que c'est pas la base pour tout le monde, mais ouais, je pense que si je devais te donner une définition, c'est ça. C'est une activité rémunérée que tu kiffes. Et est-ce qu'on pourrait pas y raccrocher, je rebondis sur ce qu'on se disait là sur nos mantras tout à l'heure, puisque c'est bien ta définition personnelle, est-ce qu'on pourrait pas y ajouter aussi ta notion de liberté, donc ta activité rémunérée que tu kiffes et où tu as de la liberté d'exercer comme tu veux? Ou le mot liberté, si on devait faire juste une définition, tu le squeezerais complètement et on resterait bien sur une activité rémunérée que tu kiffes, mais où peut-être tu as un patron au-dessus de toi où t'as pas forcément toute ta liberté. Je suis prêt à l'enlever sous certaines conditions. C'est que ça reste la liberté, c'est-à-dire que je ne sois pas patron ou indépendant à 100%, je veux bien l'enlever à partir du moment où j'ai le kiff de faire mon taf et rémunération. Ça, je peux l'enlever. Après, faut que ce soit avec des bonnes personnes, quoi. Parce que si tu tombes avec des gens chiants, etc., des mecs pas respectueux et pas respectables, bah je m'en fous, je préfère me tailler et puis faire un autre truc. Donc ouais, je peux l'enlever, mais il faut que je sois avec des gens au-dessus qui me donnent envie de les respecter, quoi. Qui te valorise aussi dans ton travail. Voilà, c'est ça. J'ai aucun problème à me dire sur un projet, bah là je suis pas moi qui est aux commandes, mais si le mec est en mode ultra chaud, ultra déter, en mode il motive ses troupes, c'est pas un mec perso ou un mec qui respecte pas les gens. Ouais, je suis pas de problème, aucun problème. Ok. Que ce soit dans une grande structure, hein, franchement, pas de problème. Mais il faut que le mec me donne envie de travailler sur son truc, quoi. Si Ok. le mec me saoule, il parle mal aux gens, que ce soit à moi ou à d'autres gens, qui ne sont pas en accord avec ce qu'il fait, parce que ce qu'il pense en soi, je m'en fous, il le pense dans sa tête, c'est ce qu'il veut, mais si je le vois, il le fait et que c'est des choses qui m'impliquent moi dans des trucs que lui il fait, enfin si moi je suis impliqué dans ce que lui il fait et que c'est pas avec pas en accord avec mes convictions, c'est pas possible. Là je préfère me casser et puis faire autre chose, quoi. Clairement, ouais. Faut qu'il y ait des valeurs en commun entre vous deux, quoi. Ouais, clairement, ouais. Donc ouais, liberté, je peux l'enlever, mais sous certaines conditions quand même. Ok. Bah, ça me paraît très clair et très synthétique en plus. Là, je pense qu'on est dans une définition qui pourrait rentrer dans un dictionnaire en termes de taille. Puisqu'on est sur donc cette notion globale de travail, j'aimerais qu'on termine en réveillant un peu la philosophie qui sommeille en toi.
Petit rappel, là tu peux te remémorer ces années de dissertation, de corpus à l'école, etc. Et Oula. je vais te donner une citation et on pourra d'ailleurs tous les deux réagir de manière complètement libre et spontanée. Et donc la citation, c'est, donc dans le cadre du travail, le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. Et elle est pas facile celle-là. Ouais, mais elle est intéressante. Est-ce que déjà tu sais de qui c'est, par hasard? Malheureusement, non. Je dirais. Je dirais rien, parce que ce sera une connerie. Alors on se connaît un petit peu, donc je pense que tu m'auras déjà entendu en parler dans des discussions précédentes. Ça vient de Karl Marx, Ouais. Ok. donc philosophe, historien, économiste, théoricien, socialiste et communiste prussien. Juste pour la petite histoire, donc il est connu pour avoir fait plein de choses, dont avoir une conception, on va dire, matérialiste entre guillemets de l'histoire. Si besoin, on pourra en reparler un petit peu juste après. Et c'est lui qui a analysé, on va dire, les rouages du capitalisme pour parler un peu de lutte des classes. Donc le fameux prolétariat d'un côté, la bourgeoisie de l'autre. Là aussi, je pense que si tu te remémores des anciennes discussions, c'est des choses que on a déjà évoquées ensemble. Allô. Et et du coup, c'est lui donc qui a formé le mouvement qu'on appelle, et qui existe encore, hein, donc le marxisme, tiré de son nom. Ouais, j'ai vu ça un petit peu en cours, hein. Déco. Tout simplement, qu'est-ce que cette phrase donc t'inspire? Donc, je la rappelle juste. Ouais, si je veux bien, s'il te plaît. Donc, le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail qui est déterminé par la nécessité. Donc, Je pense que c'est le s'arrête le travail qui est important, parce que moi, la manière dont je la comprends, c'est en gros, si tu travailles pas par nécessité, mais vraiment en mode c'est ton kiff, tu restes libre, quoi, parce que c'est ton choix de travailler là-dedans, parce que ça te fait plaisir, parce que t'aimes bien, etc. Mais effectivement, si c'est une nécessité, c'est-à-dire pour survivre, donc pour subvenir à tes besoins vitaux, un toit, à manger et un chauffage, voilà, c'est compliqué là. Parce que là, en fait, tu peux plus trop parler de liberté. En fait, t'es libre le week-end, quoi. Et encore, ta liberté, elle est à minuser, parce que t'es libre, mais en fonction de combien t'as sur ton compte. Donc c'est compliqué. Alors, t'es libre, t'es un petit peu libre. Ouais. Non, je pense que moi je la comprends comme ça, et je suis plutôt d'accord, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc c'est quelque chose, une phrase que j'avais choisie donc en amont, en préparant donc notre discussion, mais je trouve qu'elle fait un peu sens aussi par rapport à ce qu'on s'est dit. Enfin, tu me couperas si je me trompe, hein, mais notamment par rapport au projet dont tu as parlé avant, donc où on a évoqué tous ces agriculteurs par exemple là qui sont en difficulté, tu vois. Ouais. Et donc où le travail est vraiment quelque chose de... un besoin vital de travailler pour survivre tout simplement, remplir le frigo, payer les dettes, etc. Et même si même si d'ailleurs au début ils étaient agriculteurs, il y en a que ce soit de famille ou par passion, etc. Ils se retrouvent un petit peu enfermés dans ce cercle, quoi, et privés un peu de leur liberté, puisqu'ils sont obligés d'être pour vulgariser toujours au taquet, quoi, pour survivre finalement. En fait, eux, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'en fait, eux, ils kiffent leur métier, mais ils n'ont pas de liberté parce qu'ils travaillent pour de la nécessité. Parce qu'il faut qu'ils sont en mode survie, ils sont endettés. Donc eux, je pense que c'est encore pire que tout, en fait. Parce que ils kiffent leur métier, mais ils vivent pas, ils survivent. Et encore, ils galèrent à survivre. Et il y en a même qui en meurent. Donc je pense que c'est encore un stade au-dessus, quoi. Il y a 3 stades. T'as le mec qui travaille pas par nécessité, ou du moins très peu parce qu'il kiffe son truc. Il y a le mec qui travaille, on peut dire, les premiers exemples qui me viennent, c'est en intérim ou dans une usine. Voilà, il gagne un truc suffisant. On va dire qu'avec sa femme, voilà, ils ont un truc suffisant. Donc les mecs, ils vivent, ça va. Des fois, ils sont en survie, mais ça va. Et puis mais du coup, ils travaillent dans des trucs qui leur plaisent pas forcément. Voilà, c'est ça que je voulais dire surtout. Et t'as les autres encore pire, où en fait, ils travaillent dans un truc qu'ils aiment, mais ils peuvent même pas s'en sortir. Et du coup, pas libres, ils travaillent par nécessité vraiment vitale, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont, comme tout le monde, hein, mais ils ont même pas ce petit surplus pour kiffer, tu vois, pour aller se faire un musée, pour aller se faire un truc, pour aller se faire un ciné ou je ne sais quoi, tu vois, un resto, tout ce que tu veux. Donc je pense que c'est encore pire, en fait. Ça va être horrible, ça va être horrible. Je pense que c'est horrible. Et tu vois, cette phrase, elle a aussi, je
je sais pas si le terme double sens de lecture est approprié, mais tu vois, par contre, on peut prendre le problème entre guillemets dans le sens inverse. Et par exemple, donc le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail qui est déterminé par la nécessité. Actuellement, si on prend un échantillon composé exclusivement de nous deux, toi, tu es dans ton cursus donc de formation pour avoir un emploi et des compétences, enfin, pour avoir pardon des compétences pour un emploi futur. Moi, Ouais. je suis actuellement aussi, par exemple, en emploi dans quelque chose qui a aucun rapport avec ce qui se passe là maintenant en direct. Ouais. Mais par contre, on se retrouve bien tous les deux sur notre temps, donc sur notre domaine de liberté, pour faire un exercice qui n'est pas forcément nécessaire à ni toi ni moi, puisque on va pas demain on gagnera pas notre pain avec notre discussion et le montage qui s'en suivra actuellement. Mais par contre, et c'est là qu'il faut pas que je me perde dans ma démonstration, euh, on est quand même en train de faire un exercice qui pourrait s'apparenter un peu à du travail dans notre domaine de liberté. Et je sais pas si je suis clair dans ce que j'essaye d'exprimer. Je pense que si. Pour l'instant, c'est du loisir parce qu'il n'y a pas d'argent qui est en jeu derrière pour l'instant. Et même s'il y a de l'argent qui vient plus tard, tu as quand même passé du temps. Moi, c'est avec plaisir que je viens. Mais toi, tu as passé du temps à faire quelque chose de structuré, à faire des petites recherches, tu vois, la citation, etc. Euh, donc, c'est un certain travail quand même. Enfin, ça sort de ce qu'on fait nous dans nos vies, mais, euh, mais en termes moi d'études et toi de travail. Mais si on revient à la définition que j'avais donnée tout à l'heure, le seul truc que tu as en moins, toi, c'est la rémunération pour l'instant. Parce qu'en fait, tu travailles pour faire un truc de qualité, c'est du temps que tu mets dedans. Attends, je réfléchis en même temps. Pour l'instant, c'est une passion, ouais. Je pense, ouais, on va dire ça. Pour l'instant, c'est une passion parce que tu n'as pas de rémunération. Si on s'en suit vraiment strictement la définition que j'ai donnée tout à l'heure, si je dis pas de conneries, pour moi, il fallait absolument une rémunération pour parler de travail. Donc, pour l'instant, tu n'as pas de rémunération. Donc, pour moi, c'est une passion que tu exerces, c'est quand même du temps que tu mets dedans. Après, il y a une nuance à faire entre. Moi, c'est ma définition, mais je pense que d'autres gens, tu vois, ils vont se dire, bah ouais, le mec, il a passé du temps, donc c'est du travail. Donc voilà, après, chacun a sa définition de travail et de passion, de comment on définit les deux choses. Mais tant que tu rentres pas dans un système de rémunération, pour moi, c'est une passion. Mais il y a quelque chose qui est similaire entre ma notion de travail et ma notion de passion, c'est que tu fais quelque chose librement que t'aimes. Et la seule différence quand tu vas passer le monde du travail, c'est que tu auras une rémunération derrière. Donc c'est le summum, quoi. C'est le truc de ouf, parce que bah, tu vas pouvoir tous les jours faire ce truc-là, parce que tu sais que tu auras une rémunération. Donc tous les jours, tu vas faire ton truc que tu kiffes. Alors que là, ça peut être une passion... parce que ou pas, hein, parce que ton métier te plaît ou pas. Du coup, bah, c'est un truc que tu fais à côté et peut-être qu'un jour, ça va remplacer le métier que tu as actuellement et de devenir ton travail. Si on en suit ma logique, mes définitions que j'ai données aujourd'hui, quoi. Et j'aime bien la phrase juste avant où t'exprimais que le parallèle entre passion, travail et que les deux couplets, donc t'avais la rémunération qui rentrait en plus et donc c'était alors je viens de zapper le mot, mais le surkiff, c'est quoi le mot que t'as dit exactement? Je sais plus. Mais voilà, le kiff ultime, quoi. Et Ouais, je trouve que le summum. Le summum, je crois que j'ai dit un truc dans le genre. Et je pense franchement que c'est une superbe conclusion pour terminer ce petit échange sur le travail. La seule chose que j'aimerais bien te proposer, c'était en quelques mots, pour vraiment clôturer notre discussion, de nous parler et puis de présenter un petit peu du coup je vais utiliser le mot travail, le travail que tu as fourni sur le Instagram donc de Lucky, avec la photographie de paysage et maintenant dans un second temps qui est plus autour du portrait. Bah là, encore une fois, c'est né d'une passion. Enfin, c'est né d'une passion. Non. Ce truc-là est né d'un exercice que j'ai fait avec mon frère pour l'aider. Et du coup, j'ai découvert la photographie, etc. Puis voilà. Et du coup, c'est devenu une passion. Je suis pas rémunéré pour mes photos, à part deux, trois petits trucs que j'ai fait. Mais du coup, le travail, ouais, j'ai commencé à prendre des photos de paysages parce que c'est plus simple que du portrait. Enfin, à cette époque-là, pour moi, c'était plus simple de faire des paysages que du portrait. Parce qu'un paysage, c'est quasiment fixe. Hein, donc, voilà. Je peux pas lui dire, tiens, vas-y, toi, le caillou, tu te mets là. Non, voilà, tu prends le truc et puis voilà, quoi.
faut juste arriver à la bonne heure si tu veux faire un bon coucher de soleil ou des trucs comme ça, mais voilà. Et voilà, donc j'ai commencé avec le paysage et au fur et à mesure, à côté de ça, j'ai appris pas mal de choses à l'école qui m'ont donné envie de faire du portrait. Et puis du coup, là, je suis en train de virer sur du portrait. C'est une passion. J'ai donné du temps, mais pour moi, c'est pas encore un travail, même si j'aimerais. Si un jour ça le devient, ce serait super cool. Mais pour l'instant, c'est pas un travail parce que j'ai pas de rémunération. Mais ouais, c'est une passion que j'exerce dans l'espoir que peut-être qu'un jour ça devienne un travail parce que c'est un truc que je me sens libre, ça me plaît, je me cultive, voilà, parmi tout ce que j'ai dit là pendant l'interview, ça regroupe tous les trucs que moi j'aime faire, que j'ai foutu dans mon tableau qu'on parlait au tout début. Donc à fond quoi. Si cette passion peut devenir mon travail, ce serait chouette. Et j'ai une dernière question qui me vient du coup par rapport à ça. Donc c'est un Instagram qui est assez structuré puisque mine de rien quand on fait, alors j'imagine, hein, parce que j'en fais pas personnellement, mais de la photographie, il y a un travail en amont de repérage, de réflexion. Tu parlais de coucher de soleil par exemple. Alors à quelle heure ça se couche, où est-ce qu'il faudra que je me positionne, etc. Donc c'est quelque chose qui demande quand même une certaine rigueur et de la recherche, de la préparation, de la post-production aussi, mine de rien, pour fournir de belles photos. Est-ce que c'est un compte que tu comptes continuer d'alimenter dans les prochaines... Alors, les prochaines semaines, ce sera certainement compliqué puisque la vie sanitaire fait que c'est compliqué, mais dans un futur proche, on va dire. J'ai un peu de stock et puis j'ai investi un peu de matos, donc je vais me concentrer à fond sur le portrait, hein, c'est pas grave. À voir si je trouve des modèles. Mais bon, non, là j'ai une grande pause parce que j'ai une remise en question artistique où je me dis j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de m'améliorer, d'être plus performant sur des détails techniques parce que encore une fois, vu que je suis en production, j'ai des cours généraux sur la technique, mais vu que je les applique pas, et que c'est des cours qui sont assez denses, avec un prof qui est hyper intéressant d'ailleurs au passage, je comprends pas tout. Il est vrai. Et du coup, j'ai senti qu'il fallait que je fasse une pause pour, une fois que j'ai du temps, repartir à fond, mais avec une meilleure base technique et m'entraîner à positionner un sujet, à bien le photographier, à bien le mettre en valeur avec la lumière, avec les positions, etc. J'ai senti que j'avais besoin de prendre un certain niveau pour retourner sur mon Instagram. C'est-à-dire que au début, ouais, il y avait vraiment, enfin, Instagram, c'est stratégique, hein. Il y a des heures, des journées qui soient privilégiées, des hashtags, etc. Pour que ça fonctionne mieux ou plus vite. Et donc c'est une stratégie dans laquelle j'étais, donc mon compte a pas mal marché. Mais ouais, je sais plus, mais arrivé à 2000 abonnés, tu vois, je me suis dit, wow, c'est trop bien, 2000 abonnés, c'est un truc de ouf et tout. Il me semble même que t'étais pas loin du 2400, 2300, 2400, la dernière fois que j'ai regardé. 2250, je crois, j'en ai perdu plein parce que ça fait 4 mois que j'ai rien foutu, mais arrivé à un certain stade où t'as plein de gens qui aiment ta photo, et au fur et à mesure où moi j'apprenais des trucs à côté à l'école, au fur et à mesure je me disais, un truc qui cloche, quoi, je suis pas. Mes photos sont jolies, ok, c'est bien, c'est cool. Mais voilà, j'ai une formation en audiovisuel, il faut que je sois plus carré que ça, quoi. Il faut que je sois plus qualitatif que ça. Et du coup, je me suis senti plus légitime de mettre mes photos sur Internet. Parce que j'avais au fond de moi besoin de prendre du niveau. De prendre du niveau pour arriver à montrer des choses de vraiment à la hauteur de ce qu'on m'apprend à l'école. D'accord. Pour prouver que voilà, ce que je fais à l'école, c'est pas juste du baratin que je vais écouter et puis terminer, quoi. Non, c'est vraiment un truc qu'il faut que je sache appliquer, quoi. Et tant que je sais pas le faire, je poste plus rien. Et voilà, bon après c'est perso, hein, et puis c'est pas grave, j'ai perdu des abonnés, j'ai sûrement perdu beaucoup de monde, donc je suis redémarré avec des petits scores, mais il y a aussi ce côté, je me suis vraiment détaché des scores au bout d'un moment, tu vois, parce que ça veut rien dire. T'as 1000 j'aime sur une photo, ouais, ok, cool, mais si le mec vient te voir et te fait, ah ouais, c'est quoi ton appareil, comment ça fonctionne, t'as pris en quel truc, tout ça, même si c'est des questions que voilà, je sais répondre, mais il y a d'autres trucs plus pointus où vraiment le mec va me dire, ouais, mais là c'est un peu cramé, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que t'as fait là, le système de retouche, c'est quoi, et tout, il y a des trucs techniques. Si le mec, je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas cool parce que j'ai l'impression de mentir, quoi. Je suis en mode, ouais, je suis photographe, ouais, je fais de cinéma, t'inquiète. Et en fait, il y a plein de trucs, je sais pas de quoi je parle, je le fais pas et ça me plaît pas. Voilà. C'est vraiment un souci de m'améliorer, quoi. Comme ça, quand je reviendrai, si quelqu'un me discute avec moi, je serai
je serais apte à lui dire ah oui, effectivement, là, sur cette photo, bon, je l'ai postée parce qu'elle était 90% de bien, mais là, il y a un truc qui va pas, je sais que c'est ça, je vais m'améliorer pour la prochaine fois, je sais pas, tu vois. Bah, ça me semble être une démarche tout à fait légitime, quoi, d'avoir Voilà. envie d'être rodé aussi, de franchir un palier supérieur pour pouvoir faire des choses plus diverses peut-être, et puis aussi pouvoir... Exact. Tu disais les questions, c'est vrai que c'est gratifiant aussi d'avoir des questions, et ce serait dommage d'avoir des questions et de les laisser sans réponse, donc c'est aussi intéressant, ne serait-ce que tu parlais de la communauté, donc t'as 1000 j'aime, t'as 2000 personnes qui te suivent, pouvoir donner à manger à ces 2000 personnes, c'est aussi gratifiant Ouais, ouais. qu'autre chose, quoi. Ouais, et puis faut savoir se détacher de ce qui marche. Donc, tu postes une photo avec plein de j'aime, mais il faut qu'au fond de toi, tu sois OK avec cette photo, quoi. Parce que c'est facile sur Instagram, je sais ce que je peux faire pour avoir plein d'abonnés, plein de j'aime. Faut que je mette, tu mets un sunset, coucher de soleil, ça marche toujours. Je peux faire un compte avec que ça, je sais que ça va faire plein de j'aime. Mais au fond de moi, tu vois, je vais me dire, ça me saoule déjà. Et puis en plus ça, mes photos, c'est toujours la même chose. Et en plus, il y a des petits problèmes techniques. Donc, je peux pas faire une mascarade comme ça, c'est pas possible. Tu vois. Au fond de moi, je préfère encore avoir 30 j'aime, 10 j'aime, je m'en fous. Mais que quand je poste la photo, je me dis, là, ça claque. Et c'est pro, quoi. Là, les gens qu'ils aiment pas, c'est pas un problème. C'est chacun aime ce qu'il veut, etc. hein. Mais par contre, personne peut venir me reprocher que ma photo, il y a un problème technique ou je ne sais quoi. Là, je suis en accord avec moi. Quoi. Eh ben, C'est l'idée. c'est une question que je laisserai plutôt en ouverture pour les gens qui écouteront ça à l'avenir. Mais est-ce que c'est pas là finalement qu'on reconnaît les vrais artistes dans leur envie de faire du quali et d'être en accord avec eux-mêmes plutôt que de faire de la quantité Mais de qualité. plutôt que de la qualité? C'est une bonne question. Ça dépend ton projet derrière, ça C'est dépend. Ça dépend. Non, c'est une bonne question, effectivement. Eh ben, si t'es d'accord, je propose qu'on termine sur celle-ci. Mais écoute, Qu'on laissera en suspens, on va dire, pour pourquoi pas une prochaine fois. carrément, ouais. Ça peut Et être un bon début de prochaine vidéo, si les gens répondent à ça, je sais pas, en commentaire, des choses comme ça. Et puis ça peut être un petit préambule pour la vidéo suivante que tu vas faire avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas, ouais. C'est carrément. intéressant. Eh ben alors, on se laisse cette question en suspens. Et merci Yes. du coup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bah avec plaisir, hein. Je suis un bavard, donc pas de souci. Hein. C'était Pas de super soucis, ça me fait agréable. plaisir. Hein. C'était très intéressant, bien construit. Il y a un petit cheminement, j'aime bien, donc c'est vraiment chouette. C'est très C'était gentil. plaisant. Super agréable. Et puis du coup, je mettrai en description donc, les liens pour avoir accès à ton Instagram. Ouais, carrément. Et puis je te renverrai tout ce qui est lien pour le sujet, pour ceux qui s'intéressent beaucoup au niveau de l'agriculture. Plus des choses concrètes et exactes. Très Surtout bien. exactes. Merci On fait ça. Lucky. Bah écoute, merci à toi. C'était un plaisir. Et ben avec plaisir aussi.